Bonjour à tous. Bonjour. Deuxième vidéo, on a déjà posté une première vidéo sur questions-réponses. En fait, début décembre, on vous a proposé dans une publication Facebook de poser des questions à Andy et il allait prendre le temps d'y répondre. Donc là, on est dans le deuxième épisode. Donc il y a déjà eu des réponses qui ont été données la semaine dernière. Donc là, on est mercredi, de nouveau, la deuxième partie. Et puis mercredi prochain, vous aurez la troisième partie. T'es prêt, on attaque? Ready. On a eu plein de questions. Alors aujourd'hui, une douzaine de questions, on va répondre. Ok. Alors, on a une question de Virginie Martin. Bonjour, comment réagir face à un cheval qui se pointe lors de l'arrêt au galop en balade? Est-ce que c'est une pression trop forte? Et comment faire à ce moment précis pour éviter le danger que cela représente pour nous deux? Merci. Ok, Virginie, il faut juste, est-ce que c'est garder l'immobilité ou est-ce que c'est dans le stop? Par exemple, si c'est dans le stop, il faut vraiment être sûr que la réponse est très bien conditionnée. Ça veut dire que le cheval sait, tout le processus de conditionnement est très important de comprendre. Il y a un stimulus, ça gêne le cheval, probablement une pression buccale. Le cheval va essayer de savoir qu'est-ce que je peux faire pour que la pression s'arrête et quand il trouve la bonne solution, la pression s'arrête. Ou la question, ça m'inquiète un petit peu, c'est est-ce que le cheval a trouvé la solution qui n'est pas le bon, qui est souvent le cas avec les chevaux un peu compliqués. Ça veut dire qu'il y a une pression buccale, ça gêne le cheval, il cabre et là la pression s'arrête par obligation parce que vous ne voudrez pas retourner le cheval sur vous. Donc vous enlevez la pression à ce moment-là et maintenant le cheval était éduqué de cabrer. Si c'est le cas, retournez dans un environnement facile, donc pas en balade, dans un carrière, dans un manège, quelque chose de facile, et juste être sûr de bien conditionner la réponse, bloque l'assiette, ou déjà c'est un très bon signal qui prouve pour le cheval, c'est un petit peu, c'est les choses qui arrivent avant la pression buccale, ça veut dire je bloque l'assiette et après je mets la pression buccale et quand il arrête ses pieds, j'arrête la pression. Je veux bien qu'un jour, je bloque l'assiette et le cheval s'arrête. Si je peux avoir ça dans tous les environnements, ça veut dire être capable d'arrêter les pieds de mes chevaux avec l'assiette, dans le manège, dans la carrière, dans la forêt, à la plage. La chose doit marcher bien dans un environnement facile et après, on amène ça dans les environnements plus compliqués. S'il y a quelque chose qui marche bien à la maison, mais pas ailleurs, ça veut dire que c'est pas acquis. Acquis, c'est quand ça marche partout, tout le temps. Si ça ne marche pas partout et tout le temps, ce n'est pas acquis. Donc, juste, est-ce que le stop est déjà bien acquis? Que le cheval comprenne que pression dans la bouche, ça veut dire arrête-pied. S'il pense que pression dans la bouche veut dire cabrer, vous êtes obligé de retourner dans un environnement facile et rééduquer cette réponse. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme embouchure, mais normalement, on n'a pas besoin de grand-chose pour arrêter le pied d'un cheval. Il faut juste être sûr que le cheval bloque l'assiette avant. Comme ça, le cheval peut prévoir un petit peu les choses qui vont lui arriver. Il y a un signal et après un stimulus. Le signal, c'est l'assiette qui bloque et après la pression de main. Et quand il arrête, relâche très très vite. Une erreur qui est souvent faite par des cavaliers qui font des balades et tout ça, c'est qu'il arrête le cheval, il tient le cheval à l'arrêt. Le cheval est donc sur une pression permanente qu'il ne peut pas enlever et blâme, il se pointe, il trouve la solution, ça marche bien, donc ça a pris. Après, garder l'immobilité. La meilleure manière de garder l'immobilité, c'est éduquer le cheval de rester immobile. La seule manière de faire ça, c'est de relâcher des rênes quand il arrête. S'il bouge, remettre la pression. Parfois, et je pense que c'est bien de retourner à la base. Chaque fois que j'ai un cheval avec un problème, je retourne à la débourrage. Souvent, avec 2-3 ans, quand je débourre un cheval, je vais arrêter le cheval avec une seule reine. Ça veut dire avec une flexion latérale. Lever, glisser, amène la main vers la cuisse et arrête le cheval avec la tête vers la botte. Être capable de faire ça sur chaque côté. Trotter, lever, glisser, plier, arrêter. Si le cheval cabre, peut-être vous avez besoin de retourner sur l'arrêt à une reine. Ça veut dire arrêter le cheval en flexion latérale. Avec flexion latérale, il va avoir plus de difficulté à cabrer. La réponse que je suis en train de donner, il y a beaucoup plus de complexité. Ça veut dire que dans un stage, marcher, trotter, arrêter avec une reine, c'est quelque chose où on a déjà expliqué au sol, la flexion latérale. Après, on explique sur le dos, gentiment à l'arrêt. Après, à partir de le pas. Après, à partir de l'arrêt. C'est les choses que je fais quand je débourre un cheval. Un stage, c'est un petit peu un déroulement d'un débourrage. Même si le cheval est 14 ans, il y a très peu de chevaux qui sont bien débourrés. Donc, on remet la fondation en place. Donc, si je ne peux pas arrêter le cheval avec 2 rênes parce qu'il y a quelque chose appris qu'il ne fallait pas apprendre,
je retourne à la débrayage, j'arrête avec une reine. Après, j'explique gentiment dans un environnement facile, pression buccale, arrête-pied, pression s'arrête, toujours précédé par l'assiette, dans l'espoir que dans le futur, je peux arrêter le cheval avec juste l'assiette et le mât va être là que pour la flexion verticale. Bon, c'est une très rapide réponse sur la chose qui nécessite pas mal d'éducation. Mais si le cheval cabre, c'est parce qu'il pense que c'est une solution qui va amener une réponse ou un résultat qui est plus ou moins favorable pour lui. Si le cheval fait quelque chose qu'on n'aime pas, c'est parce que ça marche. Donc, il faut déjà, quand on est face à un problème avec un cheval, dire « Ok, pourquoi il fait ça ?» La réponse à cette question, il existe déjà. Parce que ça marche. Ok? Comment je peux faire en sorte que cette réponse-là ne marche pas ou qu'il y a une autre réponse qui marche mieux? Moi, je vais choisir la deuxième option avec ce cheval-là. Comment je peux aider le cheval à trouver une autre réponse qui marche mieux que cabrer? La bonne nouvelle, c'est que cabrer nécessite un effort. Arrêter, ça nécessite beaucoup moins d'efforts. Donc, reconditionne la réponse stop et être sûr que la pression de mât va dire arrêter pied et que vous n'avez pas un mât qui est toujours permanent en présence quand vous êtes en train de trotter. Est-ce qu'il y a toujours une pression dans sa bouche et après plus de pression pour arrêter et ce n'est pas très précis dans le conditionnement. Donc, à réfléchir sur ça, mais avec plus de précision dans son éducation. Bien sûr, on peut éliminer ce genre de problème. C'est juste qu'il a pris quelque chose qu'il ne fallait pas. Il a testé une solution et c'est bien marché parce que ça a amené un renforcement négatif. Ça veut dire que le cheval a trouvé une solution pour enlever une pression. Dommage qu'il ait trouvé la mauvaise solution. Maintenant, il faut reconditionner le bon. Ok, merci. Alors ensuite, une question de Laura. Bonjour, que faire pour un cheval de 17 ans blasé par une vie de pratique d'un dressage type haute école et qui, au bout de 3 mois de gros progrès en travail éthologique, se montre désintéressé et retombe dans la rétivité, tente de mordre à chaque demande, montre de l'agressivité dès qu'on entre en carrière? Merci. Tout ce qui est trop répétitif, dont on fait la même chose tout le temps, ça rend le cheval blasé. Peut-être changer votre perception de l'éthologie dans le sens que ce n'est pas une discipline équestre. Vous ne pouvez pas faire l'éthologie vraiment. L'éthologie, c'est quelque chose qu'on apprend pour utiliser dans tout ce qu'on fait. Je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 choses à faire. Par exemple, augmente votre panoplie de choses. Dans le step 1, par exemple, il y a 30 exercices au sol, 30 exercices montés. Dans le step 2, il y a 30 exercices au sol et 30 exercices montés. Dans le step 3, c'est pareil. Donc, avec des centaines et des centaines d'exercices qu'on peut faire, il y a peut-être parfois, les gens, ils font un stage dans lequel on fait une quinzaine d'exercices et après, les gens restent sur ces 15 exercices et c'est trop ennuyeux. Donc, je pense qu'il faut élargir votre panoplie d'exercices, mettre plus en plus de flèches dans votre cas, pour que vous pouvez rester plus intéressant. Constance, le fait de répéter plusieurs fois, c'est très bien pour l'assimilation d'une réponse. Mais après, s'il n'y a pas assez de variété, ça devient rapidement ennuyeux. Donc, essayez de trouver l'équilibre entre la variété et la constance. S'il y a trop de variété, c'est instable. Donc, le cheval va péter un câble. Mais s'il y a trop de constance, c'est ennuyeux. Donc, essayez de trouver, augmente votre panoplie d'exercices à faire et essayez de faire les choses de manière plus intéressante. Si le cheval est en train de gratter, mordre et tout ça, il est frustré. Il est probablement frustré parce que c'est ennuyeux. Ça ne l'intéresse pas. Donc, mon conseil, c'est d'être plus intéressant. Essayez d'élargir les choses que vous pouvez faire et être sûr d'être au moins rigoureux sur le fait que s'il mordre et tout ça, donc quoi ça lui profite? Est-ce que vous reculez vos pieds? Est-ce que vos demandes sont trop longues, trop timides? Est-ce que vous êtes suffisamment ferme et intéressant et que le cheval trouve ça plutôt captivant? Ou est-ce que c'est trop long et ennuyeux et il trouve ça un petit peu autre chose? Donc, essayez d'augmenter la panoplie de choses à faire avec un petit peu plus de réactivité, un petit peu plus d'énergie et juste être sûr qu'il ne profite pas des mauvais comportements, il profite uniquement des bons comportements. Soyez sûr qu'il profite quand il est bien. S'il ne profite pas assez, il devient démoralisé. Il faut qu'il gagne. Fais un truc, waouh, voilà, merci, bonne réponse, tu gagnes. Voilà, merci, bonne réponse, tu gagnes. Et si le cheval ne gagne pas, vous allez perdre.
Donc, je pense qu'augmente le panoplie de choses que vous pouvez faire, fait avec un petit peu plus d'énergie, fait en sorte que le cheval gagne chaque fois qu'il est correct, et après, son attitude va s'améliorer. Mais continue d'avancer, parce que quand il n'y a pas d'évolution, il y a par conséquence une dégradation. Donc, soyez sûr que vous êtes toujours en évolution, parce que l'évolution, c'est intéressant. Pendant qu'on croître, on croître. Donc, quand on arrête, on dégrade, on meurt. Donc, il faut qu'il y ait toujours une évolution dans l'éducation pour rester intéressant. Et ça va garder le cheval intéressé. C'est pour ça qu'on a fait 3 steps. Pour garder les gens en évolution. Step 1, c'est vraiment la base. Step 2, vous allez plus loin. Step 3, on rentre dans des trucs super fun. Mais c'est pour vous garder en évolution. Je pensais aussi, est-ce qu'elle doit changer d'endroit ? Est-ce que c'est bien si elle change toute variété, c'est bien de changer l'endroit régulièrement. C'est un moyen de variété qui est très intéressant. Même pour voir est-ce que c'est vraiment acquis. Si je peux faire les choses ici sur la carrière ou dans le manège et ça marche bien, ça c'est bien. Mais est-ce que je peux aller à la plage et obtenir la même réponse? Est-ce que je peux aller dans la forêt et avoir la même réponse? Est-ce que ça marche partout et tout le temps? Parce que si ça marche juste parfois et dans le bon endroit, c'est pas gagné. Donc, je vois un petit peu plus de variété, ça va être un clé. Et aussi de rester en évolution. Parce que les chevaux, ils apprennent vite. Les humains, un petit peu moins vite. Et donc, parfois, ce qu'on donne comme leçon, c'est trop ennuyeux. Un petit peu comme si j'étais à l'école et pendant 3 ans, j'apprends l'alphabet. Il arrive un moment, c'est acquis, c'est bon, j'ai besoin de passer à autre chose parce que sinon, je commence à perdre l'intérêt et faire des bêtises. Et ça, c'est plus une phrase en anglais. Mais si je traduis la phrase de manière approximative, ça veut dire qu'un atelier vide, c'est un aire de jeu pour le diable. Et ça veut dire que quand il n'y a pas des activités au premier étage chez le cheval, le diable, il danse dedans. Donc, pour éviter que le diable, il danse, occuper le cheval, rester intéressant. Ok. Alors ensuite, une question de Sandrine Copé. Comment réagir face à un cheval constamment stressé et qui, suite à cela, plaque ses oreilles en arrière, vous pousse, se retourne dans le box pour vous montrer ses postérieurs, piaffe à la tâche et qui est sensible aux coliques dès qu'on lui met trop d'inconfort? Une solution serait-elle de le travailler en renforcement positif ou avec la méthode du clicker? Ça pouvait être une solution, mais c'est un petit peu compliqué dans la question si on met trop d'inconfort. Si le cheval, j'approche le box et il met le sabot vers moi ou l'arrière vers moi, il va être inconfortable. Mais suffisamment inconfortable pour qu'il arrête de faire ça. Donc, si le cheval continue de faire un comportement comme ça, mais il n'aime pas l'inconfort, si le cheval n'aime pas l'inconfort, il veut trouver une solution pour ne pas être inconfortable. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son éducation. Parce que si un cheval trouve un comportement inconfortable, il arrête. Un cheval ne va pas faire quelque chose qui ne lui profite pas ou qui lui rende la situation pire juste pour le plaisir. Il ne veut pas être un sadomaso et dire je vais souffrir un petit peu, mais j'aime ça. Donc, est-ce qu'il profite de le bon comportement? Et par exemple, ça c'est important. Imaginons que je dis non, quand tu mets l'arrière avec moi, j'agite un drapeau et quand tu fais face, j'enlève la pression. Ce n'est pas le moment pour aller mettre un filet sur sa tête. Parce que là, tu rends le bon comportement inconfortable. Donc, est-ce qu'il profite assez de le bon comportement? Est-ce qu'il ne profite pas de le mauvais comportement? Si le cheval commence à me pousser, ça va durer entre 15 minutes et 45 minutes. Si j'ai une vraie difficulté, 45 minutes. Mais ce comportement-là va s'arrêter. Je ne vais pas permettre le cheval de me pousser. Et s'il pousse, je vais expliquer que ça ne se fait pas à ta place, éduquer à reculer. Et faire en sorte que le cheval gagne quand il recule avec très peur. En général, tous les différents problèmes, le problème dans la question précédente avec le cabré, le problème avec le cheval qui pousse et tout ça, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas assez de contrôle de ses pieds. Si vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez avec ses pieds, ces problèmes-là n'existent pas. Donc, les questions sont très souvent, dans la majorité des cas ici, les questions sont posées sur la conséquence de quelque chose. Et le quelque chose, c'est l'éducation. La conséquence d'un manque de bonne éducation amène des problèmes. Donc, si vous pouvez reculer ses pieds, si vous pouvez isoler l'arrière-main, déjà, ça c'est 2 exercices de step 1 assez simples.
Si vous pouvez contrôler l'arrière-main, il ne veut pas mettre l'arrière-main vers l'humain. Si vous pouvez reculer le cheval, il ne veut pas pousser vers le cheval. Si vous pouvez reculer le cheval, il ne veut pas mordre. Donc déjà, avec 2 réponses, il y a 30 choses à prendre dans le step 1 au sol. Mais juste avec ces 2-là, vous avez déjà éliminé un paquet de problématiques qui pouvaient arriver. Le renforcement positif pouvait marcher, mais je ne vois pas comment tu veux faire reculer le cheval par renforcement positif. Tu vas être obligé de mettre en pression. À partir du moment qu'on impose le moins de pression, c'est un renforcement négatif. Donc si le cheval est trop proche, il pousse et il mord, je ne pense pas que le renforcement positif c'est la solution. C'est mon avis. Je sais que des gens qui s'attachent fortement à la cliqueur et tout ça ont d'autres explications. Mais pour moi, il faut reculer ses pieds et reculer ses pieds en absence de pression va être très compliqué. Donc, voire impossible. Donc, moi, je pense qu'il faut juste qu'il sache très clairement quand il y a une pression, qu'est-ce qu'il peut faire pour que la pression s'arrête. Des signes, oreilles en arrière, de chevaux qui pointent, de chevaux qui grattent, de chevaux agités, stressés et tout ça. Le problématique, c'est que le cheval n'est pas le contrôle de son environnement. Vous êtes un facteur environnemental, nous, les humains. Si je mets en pression et le cheval il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour que la pression s'arrête et j'explique ça clairement avec plusieurs répétitions, 3 fois 3 souvent. 3 bonnes réponses, pause, 3 bonnes réponses, pause, 3 bonnes réponses. Comme ça, c'est dans la boîte. Si j'ai besoin de bien expliquer une réponse, je vais retourner sur ces bases-là et dire moi je vais ajouter un stimulus qui devient aversif, qui devient inconfortable et quand tu trouves la bonne réponse, ça s'arrête. Et j'aide le cheval avec le minimum de pression nécessaire de bien répondre à ces différents stimulus. Ça, c'est le stimulus-réponse pour reculer. Ça, c'est le stimulus-réponse pour avancer. Ça, c'est le stimulus-réponse pour tourner. Ça, c'est le stimulus pour bouger l'arrière-main. Et quand tu réponds bien, ça s'arrête. Et que le cheval a l'impression que chaque fois que je mets en pression sur lui, il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour que la pression s'arrête. Et donc, il commence à gérer son environnement. Trop souvent, l'humain, il a l'impression de besoin de contrôler son cheval. Et on met la pression et le cheval doit être obéissant. Ou je pense que c'est mieux si le cheval a eu l'impression de contrôler son humain. Ça veut dire que je mets la pression sur le cheval, mais le cheval peut trouver la solution pour enlever cette pression. Moi, j'ai l'impression de gérer mon cheval a l'impression de me gérer. Donc, juste essayer que si le cheval a le contrôle de son environnement, en général, la vie est très facile, très paisible et sans stress et sans drame. Mais si un animal perd le contrôle de son environnement, automatiquement, c'est scientifiquement étudié, que si le cheval ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer sa situation ou enlever un stimulus désagréable, automatiquement, il y a une diminution de la défense immunitaire, il y a des stress, il y a des problèmes digestifs, il y a des stéréotypies qui commencent, il y a plein de choses différentes, une vraie dégradation de sa bien-être. Donc, est-ce que chaque fois que vous demandez quelque chose, c'est avec un stimulus léger que lui, il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour obtenir le confort, pour gagner. Si le cheval ne gagne pas, tout le monde perd. Donc, comment je peux faire pour aider mon cheval de comprendre ça c'est reculer, ça c'est avancer, ça c'est contrôler l'arrière-main et tout ça. Et passe le temps avec lui de faire autre chose que travailler. Ça veut dire beaucoup de gratte-gratte. Gratte-gratte le garrot et fait un petit peu comme un cheval dans le gratte-gratte. Utilise la notion de allo-grooming. Fait en sorte qu'il fait ça et que le contact avec l'humain devient quelque chose d'agréable. Et après que lui ait toujours le contrôle de son environnement. Chaque stimulus peut être enlevé par une réponse. Le cliqueur, le renforcement positif pouvait marcher dans plusieurs situations, mais quand je réfléchis sur de 2 problématiques essentielles qui tournent l'arrière-main, qui plaquent les oreilles, qui le poussent, je pense que vous êtes mieux de maîtriser le renforcement négatif et dire ok, quel stimulus je peux mettre pour avoir le contrôle de l'arrière-main, quel stimulus je peux mettre en place pour avoir la reculer et comment je peux bien expliquer ces choses-là pour que lui, il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer sa situation. Comme ça, vous allez gagner et le cheval aussi. Ok. Nouvelle question maintenant de Julie. Bonjour, Andy, je travaille ma jument sur le plat et j'aimerais dans le futur sortir en concours de saut. Quels sont les éléments fondamentaux pour pouvoir aller sauter en licol? Déjà, au sol, confiance, contrôle de ses pieds, connexion avec vous, Julie, c'est les choses de base.
Après, est-ce que vous pouvez sauter les obstacles un petit peu à la longe, par exemple, et qu'il n'y ait pas d'hésitation avant l'obstacle et pas d'accélération après l'obstacle, ni accélération avant, que le cheval maintienne le même rythme et la même cadence avant, pendant, après. Si c'est au trot, il peut sauter et continuer au trot. Si c'est au galop, c'est un galop, babadoum, il saute, il continue, babadoum. Mais ça ne devient pas, il n'y a aucune panique, hésitation, il ne s'arrête pas et qu'il est capable. Après, à la longe, vous pouvez promener sur un espace ouvert et sauter plein d'obstacles, sauter à la bidée, sauter la rivière, sauter les verticales, sauter les oxeurs, bien sûr, en faisant attention d'avoir des chandelières adaptées à le travail à la longe. Après, quand on monte sur le cheval, bien sûr, la base de toute équitation, direction, impulsion, flexion. Est-ce que vous avez un vrai contrôle sur ses épaules et vous pouvez guider le cheval avec précision? Sinon, le parcours va être compliqué. Impulsion, est-ce que vous avez une très bonne réponse à la jambe pour accélérer et une très bonne réponse à l'assiette pour ralentir? Parce qu'il va y avoir des moments où il faut contrôler le foulé. Si vous ne pouvez pas contrôler des foulées déjà sur le plat, pas la peine d'ajouter des difficultés, ça ne va pas le faire. Donc, est-ce que vous pouvez accélérer, ralentir le galop? Et après, est-ce que quand vous tournez le rêne, est-ce que le cheval cède ou est-ce qu'il résiste, il bat contre la main, il perd le dos? Dans ce cas-là, sauter, ça va être compliqué pour lui aussi. Si vous avez direction, impulsion et flexion et toutes ces choses-là marchent bien, et très bien. Donc ça nécessite pas mal de travail. Hein? Et dans tous les environnements. Et dans tous les environnements, parce que vous n'allez pas faire de parcours de concours chez vous. Donc ça va nécessite pas mal de travail déjà. Donc direction, impulsion, flexion à la maison, on l'école et que ça marche bien. Et après, quand on commence à sauter les obstacles, commence petite, gardez le même rythme, la même cadence avant, pendant et après. Donc trotter sur des cavaletti sans qu'il y ait une accélération, sans qu'il y ait une fuite, sans qu'il y ait une hésitation. Et après au galop, et après commence à monter les obstacles, babadoum, saute. Et souvent, par exemple, je mets un double en place et je vais faire sauter, arrêter, sauter. Ça veut dire sauter le premier, stop, calme, immobile, rein long. Reprendre le galop, pourquoi pas sur l'autre pied, pour être sûr qu'on est assez précis. Galop sur l'autre pied, sauter l'obstacle, arrête, reculer, pause. Que le cheval associe le fait de sauter avec « je gagne ». Je gagne quoi? Je gagne en pause. Travaille le cheval sur le plat, saute un obstacle, arrête, pause. À nouveau, travaille le cheval sur le plat, fais les exercices qui demandent un peu de travail. Épaule en dedans, tête au mur, session à la jambe, saute un obstacle, pause. Refaire, épaule en dedans, tête au mur, quelques sessions à la jambe, saute un obstacle, pause. Que le cheval dise, quand je saute, je gagne. J'aime bien sauter. Il y a beaucoup de chevaux qui tournent en concours qui n'aiment pas sauter. Parce que quand ils arrêtent, ils sont punis, parce qu'ils fuient vers l'obstacle, donc il y a trop de pression dans la bouche. C'est juste un galère et le cheval associé, après ça se voit bien, le cheval il descend dans le concours vers la piste, il voit les obstacles, il ne veut pas entrer sur la piste. Bon, ce comportement, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je déteste les obstacles. Donc, juste faire en sorte déjà, avant d'essayer d'aller en concours et tout ça, est-ce que mon cheval gagne quand il saute ou est-ce qu'il perd? Et si lui, il gagne, la probabilité que tu gagnes, c'est bien plus augmenté. En l'école, vous pouvez faire des parcours en l'école, il n'y a pas de problème. Bien sûr, vérifier la réglementation parce que certains chefs de piste ne veulent pas. Je pense que ça dépend sur le côté technique du parcours. Si le niveau technique est très monté, il est peut-être plus intéressant de passer par un filet. Moi, je n'ai pas de problème avec le filet. J'ai juste un problème avec le mât qui se connecte sur des rênes parfois. Si le mât est très éduqué, le filet, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Les outils sont ni bien ni mauvais. La manière qu'on utilise, ça c'est bien ou mauvais. Mais un filet, ce n'est pas mauvais si c'est bien utilisé. À l'école, ça peut être mal utilisé et ce n'est pas bon. Donc, juste être sûr que vous n'êtes pas en train de skier sur sa chanfrein parce qu'entre skier sur la bouche et skier sur le chanfrein, dans les deux cas, c'est désagréable pour le cheval. Donc, vous pouvez faire un concours, bien vérifier la réglementation. Si vous préférez de rester sans mots, c'est un choix, c'est pas grave. Mais avec ça, il faut être assez précis et être sûr que vous avez un bon niveau de direction, impulsion, flexion et que le fait d'ajouter les obstacles, ça ne change rien par rapport à ces trois choses. Le fait d'ajouter les obstacles, ça ne dégrade ni la direction, ni l'impulsion, ni la flexion et que mon cheval gagne quand il saute. Donc là, quelques exercices. Aussi, vous pouvez faire ça en longe, travailler sur le plat, sauter un obstacle, laisser le cheval gagner.
Quand est-ce que tu sais que le cheval il aime sauter? C'est parce qu'il cherche un obstacle. Vous pouvez mettre un bidon ou un cube au milieu d'un espace ouvert et le cheval va aller sauter exprès parce que ça lui profite. Donc juste fais attention, un bon comportement devrait toujours profiter. Le cheval, il devrait toujours gagner quand il est bien. Si le cheval gagne chaque fois qu'il saute bien, il va même chercher les obstacles pour sauter. S'il perd quand il est bien, il va chercher des choses pour éviter. À réfléchir. Bon, très bien, intéressant. Alors ensuite, on a une question de Fanny. Comment garder la connexion du cheval développée au sol lorsqu'on lui monte sur le dos et qu'il perd alors son repère? Normalement, le fait de monter sur le dos, c'est sûr que le cheval ne voit pas l'humain pareil. Ça veut dire qu'il ne sait pas que vous êtes là et maintenant vous êtes ici. Donc, c'est le travail monté, quand même commence avec immobilité à la montoir et flexion latérale de chaque côté, que le cheval tourne, regarde la botte, caresse la tête un petit peu, tourne, voit la botte. Donc, lever, glisser, couteau dans la cuisse, plante la main sur la cuisse et être sûr d'avoir une flexion latérale à gauche et à droite avec immobilité. Être sûr que vous pouvez contrôler l'arrière-main, être sûr que vous pouvez contrôler l'épaule. Tous les exercices qu'on trouve dans le step 1 de formation en ligne, le contrôle de tête et l'encolure, contrôle le hanche, contrôle l'épaule et après direction, impulsion, flexion. Est-ce que je peux guider le cheval? Est-ce que j'ai un accélérateur? Et est-ce que quand je tourne le rêne, le cheval se met en place? Quand ce n'est pas l'humain au sol, mais plutôt sur le dos, on est plus dans une relation stimulus-réponse que langage corporel. Bien sûr, au sol, on est dans une relation langage corporel, c'est visuel. Le cheval voit une action, il fait une réponse, l'action s'arrête. Il voit une action, une position, c'est un langage corporel. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Langage. Donc, il y a un geste qui obtient une réponse, le geste s'arrête. Et après, vous pouvez guider le cheval à gauche, guider le cheval à droite, déplacer le cheval latéralement. Vous avez, par langage corporel, un vrai contrôle sur ses pieds. Pour avoir le même contrôle sur ses pieds sur le dos, il faut faire ça plus par stimulus-réponse. Ça veut dire stimulus sur le licol ou sur le filet pour la flexion latérale, action de jambes pour guider l'arrière-main, action de jambes pour tourner les épaules, action de bassin et jambes pour avancer, action de bassin et main pour arrêter, action de main pour mettre en place. Mais être sûr que le cheval est en train de répondre aux différents stimulus précis. Le problématique, c'est que si on n'a pas conditionné de réponse, avancer, reculer, arrière-main, épaule, vous n'avez pas le contrôle de ses pieds. Et dans une situation comme le forêt ou quelque chose, vous n'allez pas gérer grand-chose. Le cheval va être plus connecté avec le forêt parce qu'il n'est pas dans le contrôle de vos stimulus. Si vous avez le contrôle de l'arrière-main, l'épaule, avancer et reculer, et vous pouvez faire ce que vous voulez avec ses pieds dans un espace facile, dans le manège, dans la carrière déjà c'est pas mal de boulot. Et après, amène ça progressivement ailleurs. Je ne sais pas si le problème est que au sol, au montée. Oui. Un bon contrôle au sol, c'est uniquement en fait quand elle est sur son dos. Ok, donc monter dans un espace facile, dans un manège ou quelque chose, être sûr que vous avez contrôle de la tête et l'encolure, flexion latérale, contrôle de l'arrière-main, contrôle de l'épaule, accélérateur et frein. Et après, vous n'avez pas besoin d'aller dans la forêt profonde pour voir que ça ne marche pas. Vous pouvez juste aller dans un environnement un petit peu haut de la carrière. Par exemple, va sur le pelouse juste à côté et essayer dans un environnement pas loin. Je veux dire, je saute de la carrière et je vais vers la maison et je fais un petit peu ici et après je parte un petit peu vers les abris et je vais vers l'écurie et je fais un petit peu flexion latérale, arrière-main, épaule et après progressivement, et pour aujourd'hui c'est bien et après demain je vais aller un petit peu plus loin et un petit peu plus loin. Et progressivement amène ses réponses. Mais il faut que ce soit bien acquis dans un environnement facile. Et après, augmente les difficultés de l'environnement progressivement. Expose sans se exposer. Mais déjà, est-ce que vous êtes assez précis sur l'éducation montée? Flexion latérale, arrière-main, épaule, être capable de bouger l'arrière-main et l'épaule dans un mouvement continu, être capable d'arrêter ses pieds dans les 3 allures en moins que 4 foulées, être capable d'accélérer avec peu de pression de bassin et jambes, être capable de tendre le rêne avec délicatesse et mettre le cheval en place. Et si le cheval est très intéressé par qu'est-ce que je peux faire pour enlever cette pression-là, cette pression-là, cette pression-là, et si le cheval est dans un repos stimulus-réponse, il est peu probable que l'environnement peut prendre le contrôle sur le cheval.
Si l'environnement prend le contrôle sur le cheval, c'est parce qu'il n'est pas assez connecté avec les différents codes que vous êtes en train d'utiliser. Donc, la première chose à faire quand il perd un petit peu ses concentrations et commence son esprit part un petit peu dans la forêt, c'est contrôler ses pieds. Être capable de contrôler l'arrière-main et l'épaule. Et souvent dans la forêt ou dans un environnement, dans un salon ou un concours, le cheval commence à chauffer un petit peu. Le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est bouge ses pieds. Est-ce que je peux, c'est pas arrêter le cheval et caresser et dire merci d'être stressé, c'est génial, c'est occuper ses pieds. Si vous occupez ses pieds, vous occupez son esprit. Donc, mais il faut déjà avoir ces codes en place. Hein. On ne peut pas utiliser quelque chose qu'il n'a jamais appris. Donc, être capable, son esprit est un petit peu occupé par autre chose dans l'environnement. Hanche, épaule, avance, arrête, reculer, hanche, épaule. Et continue à faire comme ça dans un vrai peu de contrôle, flexion latérale, arrête ses pieds avec la tête vers votre botte. Mais occuper ses pieds pour occuper son esprit et comme ça, il est dans une relation stimulus-réponse. Le stimulus, vos stimulus va occuper le cheval, le stimulus de l'environnement va occuper le cheval beaucoup moins. Ok. Alors, ma nouvelle question de Valou. Bonjour, comment faire pour une jument qui n'a peur de rien dans son environnement, pré-carrière, etc., mais qui devient complètement explosive et sur l'œil en extérieur à pied, malgré toutes les tentatives depuis 6 ans? Oh là, 6 ans. Donc, je pense que, si j'ai bien compris la question, c'est fondamentalement au sol. Quitter la carrière ou le manège ou quelque chose, déjà, j'espère qu'il y a une très bonne réponse dans ces environnements faciles, mais quitter ces environnements progressivement. Ça veut dire les mêmes exercices. Il y a un paquet d'exercices qu'on peut faire avec un cheval au sol. Et je peux faire des exercices de contrôle de base. Est-ce que je peux reculer le pied? Est-ce que je peux contrôler l'arrière-main? Est-ce que je peux prendre une flexion latérale de chaque côté? Est-ce que je peux descendre l'encolure? Est-ce que je peux descendre sur glisse avec un drapeau? Est-ce que je peux demander au cheval de céder par sensation le hanche et l'épaule? Est-ce que je peux reculer le cheval avec un stimulus léger? Est-ce que je peux avancer le cheval vers moi? Est-ce que je peux tourner le cheval à gauche et droite? Longer le cheval sur un sol? Contrôle l'arrière-main, même contrôle l'arrière-main et l'épaule. Et après, on déplace le cheval latéralement. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire dans un environnement facile et après, faire les mêmes exercices dans un environnement plus compliqué. Mais comme dans la question précédente où j'ai répondu de occuper ses pieds pour occuper son esprit, c'est pareil. Si ses pieds étaient plus occupés, mais il faut avoir les exercices pour le faire. Il faut avoir des flèches dans le carquois. Il faut avoir appris pas mal des exercices au sol. Et après, il dit, maintenant, j'ai plein de flèches dans mon carquois. Je vais quitter cet environnement sécurisé et je vais aller dans un autre environnement et tester la qualité de mes réponses. Mais déjà, c'était appris dans un environnement facile. Maintenant, on va voir est-ce que ça marche ailleurs. Et ailleurs, vous n'avez pas besoin d'aller direct manège fin fond de la forêt. Vous pouvez faire un manège carrière et après juste dans un endroit autour qui n'est pas trop hostile, pas tout de suite dans la forêt. Et après, augmente la difficulté de l'environnement progressivement et être capable d'obtenir la même qualité de réponse. La même qualité de réponse que vous avez eu dans un environnement facile, est-ce que vous pouvez obtenir ça dans un environnement un petit peu moins facile et progressivement amener ça ailleurs. Si le cheval pris par l'environnement devient hystérique, c'est parce qu'il est plus connecté avec l'environnement qu'avec vous. Donc, je vais revoir la qualité des réponses et tous les exercices que vous pouvez faire au sol. Probablement, le panoplie d'exercices n'est pas assez large et la réponse n'est pas assez bien acquise. Si vous avez une grande panoplie de réponses et vous pouvez faire ce que tu veux avec ses pieds dans un environnement facile, après, dans un environnement moins facile, normalement, il n'y a pas de problème. Le cheval ne va pas devenir hystérique parce qu'il est trop dans le contrôle par stimulus de son humain. Donc, n'hésite pas d'augmenter la qualité de son éducation dans un environnement facile et après, amener ça dans un autre environnement. Mais élargir la panoplie de choses que vous pouvez faire, être sûr que c'est sérieusement bien et après être capable de faire la même chose progressivement dans les environnements moins en moins faciles jusqu'à ce que vous pouvez faire ça partout et tout le temps. Normalement, 6 ans, ça me semble un petit peu long. Normalement, dans 3-4 semaines, vous devrez avoir un sacré changement si le travail est assez intéressant et assez bien fait. Ok.
Alors ensuite, on a Angélique. Bonjour, mon cheval de 14 ans aujourd'hui a toujours eu des craintes quand je vais le chercher au pré. Il ne se laisse pas toujours attraper, même quand il semble vouloir rentrer. Voilà maintenant 8 ans que je vais le chercher tous les jours en me demandant si je vais le rentrer du premier coup. De plus, il a tendance à ne se laisser attraper que par moi-même. Comment lui redonner confiance? Quelle étape a été ratée ou négligée? Je souhaiterais le voir plus rassuré en notre présence. Merci. Je ne sais pas si quelque chose était raté ou négligé. Ce que je sais que le cheval, il apprend par association. Donc, quand le cheval voit un bipède arriver, pour lui, sur le plan associatif, ça va fortement dégrader la qualité de la situation. Il faut réfléchir sur le cheval en disant qu'ils sont relativement basiques, dans le sens que ça va me profiter ou ça ne me profite pas. Donc, quand le cheval voit un seau de granulés, il dit « Ah, ça me profite ». Quand il voit un vent, il dit bah, « Ça ne me profite pas ». Et après, on peut faire plein de choses différentes. Ça pouvait être la tondeuse, mais si le cheval associait la tondeuse avec un tourné, bah, il veut dire « Ça ne me profite pas ». S'il associait la tondeuse avec gratte-gratte et bonbons, et un moment cool, tranquille, avec pas mal de gratouilles, il veut dire, ah, ça me profite bien. Donc, la tondeuse, ni bien ni mauvais, c'est dépend de l'association qu'on met en place par rapport à ça. C'est pareil avec l'humain. Quand le cheval, il voit le bipède, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il dit, ah, ça va m'améliorer la situation ou ça va dégrader la situation? Et pour l'instant, à cause de quelque chose dans son passé, il voit le bipède, il dit, ah, ça va dégrader la situation. Est-ce que quand on attrape le cheval, est-ce que trop souvent on attrape le cheval pour aller travailler? Est-ce que parfois on ne pouvait pas attraper le cheval pour l'amener dans un environnement mieux, pour qu'il dise « Ah, cool, le bipède arrive, ma situation va s'améliorer ». Est-ce qu'on ne pouvait pas, moi je sais que quand il y a beaucoup de mouches ici en été, mes chevaux sont très faciles à attraper parce qu'ils ont hâte de rentrer dans l'écurie, échapper des mouches, manger la petite ration de soie avec une bonne dose de très bon foin. Et quand c'est pareil, quand le soir il fait un petit peu froid, ils sont un petit peu dans l'eau, il pleut et tout ça, le soir ils ont envie de rentrer. Donc entrer, échapper ça, un bon petit soin, un petit peu de nourriture, une bonne séance de gratte-gratte, c'est des moments agréables et le cheval il vient vers la porte de paddock très, très contente de voir le bipède. Mais le bipède ne veut pas toujours représenter une heure d'équitation où je vais mettre un filet, je vais monter dessus et on va faire les choses qui demandent le travail. Donc, essayez de changer l'association que le cheval voit quand il voit le bipède. Et essayez de faire en sorte que quand il voit le bipède, il dit ah, trop cool. Si c'est que vous qui pouvez attraper le cheval, ça veut dire que quelqu'un, probablement un homme, a fait une bêtise dans le passé. Je ne sais pas qui a posé la question, mais j'imagine que c'est Angéline. Angéline, donc c'est pas un homme. Souvent, le cheval, il fait une association avec les hommes. Ah, ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que les hommes sont souvent de vétos, de dentistes, ou surtout celui qui débraye le cheval. Et donc, le cheval, il fait une association très aversive, désagréable. J'aime pas cette forme de bipède. Les hommes sont cruels, mais toi, ça va, je te fais confiance parce que on se connaît un petit peu et pour l'instant, tu me fais pas mal. Mais il faut que le cheval peut faire cette même association avec tous les humains, même si c'est d'autres personnes qui peuvent donner le cheval un petit gratte-gratte, une petite séance de gratte-gratte ou de bonbons. Moi, je sais quand je vais au paddock attraper mes chevaux, il vient, mais aussi il sait qu'il y a un bonbon dans la poche, un petit bonbon, un petit gratte-gratte avant que je mette l'école. Et quand je relâche le cheval au pré, c'est pareil. Il y a toujours un petit bonbon et un petit gratte-gratte pour que jamais dans sa vie, le cheval apprenne que quand j'enlève l'école, il peut faire demi-tour, partir rapidement et envoyer des sabots vers moi. Ça, c'est un comportement totalement inacceptable et dangereux. Donc, essayez de faire en sorte que l'association, quand le cheval voit le bipède, préférablement tout le bipède, dit « Ah, cool, ça, maintenant, à la suite de l'arrivée de cette bipède, ma situation va améliorer. Donc, au lieu de dégrader ma situation, ça va améliorer ma situation. » Et normalement, si le cheval, comme il voit un seau de granulés, il va dire « Ah, trop cool, c'est bien. » Mais juste être sûr que ce que vous faites après d'avoir attrapé le cheval, c'est très important. Et si c'est travaillé, parfois le cheval il va dire je préfère d'éviter parce que à partir de l'arrivée de la bipède, la situation est pire. Il faut faire en sorte qu'à partir de l'arrivée de la bipède, la situation est mieux. Ok, merci. J'espère que c'est très intéressant que vous avez pris des notes tout le monde. Alors ensuite, on a Joël qui nous demande « Bonjour Andy, comment transmettre l'impulsion lors du travail à pied
lors d'exercices de désensibilisation? Merci pour votre réponse. Donc là, je transmettre l'instruction pendant la désensibilisation. Transmettre l'impulsion. Comment transmettre l'impulsion lors du travail à pied, lors d'exercices de désensibilisation? Je ne sais pas quand est-ce que j'utilise l'impulsion à pied, c'est à pied. Il n'y a pas de ça ne précise pas. Okay. Ah pardon, si, lors du travail à pied, excuse-moi. Il n'y a pas trop d'impulsion dans la désensibilisation, particulièrement dans les exercices de step 1. C'est juste désensibilisation, ça commence avec immobilité. Donc ça veut dire que je peux toucher le cheval partout sans qu'il bouge avec une légère flexion latérale. Après. Excuse-moi, peut-être je me dis, peut-être tu sais, elle a fait les premiers exercices de désensibilisation et du coup son cheval s'arrête si elle veut faire de la désensibilisation en mouvement et que le cheval s'arrête. Peut-être. Après, on peut mener le cheval, après toucher partout avec le stick, lancer le stick et cordelette, tout ça c'est immobile. Anti-mouche, tondeuse, le bouteille de cailloux et tout ça c'est immobile, donc il n'y a pas de recherche de l'impulsion. Après, quand je menais le cheval, pression de l'école va avancer ses pieds, donc tendre le longe, avance ses pieds, ajoute le drapeau au-dessus du dos et s'il n'avance pas, je tape sur la fesse. Quand il avance, je relève le drapeau et je peux mener le cheval avec le drapeau au-dessus du dos à la place du cavalier. Donc le sol impulsion, c'est ce mouvement au sol, c'est ce mouvement au pas avec le drapeau à la place du cavalier et être capable de bouger le drapeau. Parfois, je mets le cheval sur un cercle avec le drapeau, mais s'il arrête, je tourne le longe. Le drapeau peut être utilisé pour accélérer ses pieds à partir du moment où ce n'est pas fuyant. Ça dépend de l'intention corporelle qu'on met derrière. Donc, je peux agiter le drapeau en étant relax. Le cheval sur un cercle, il passe devant moi, je bouge le drapeau. Si j'ajoute un petit peu plus de peps, je mets le cheval au trot et après, je peux continuer à bouger le drapeau sans qu'il accélère, sans qu'il ralentisse. Donc, être sûr d'être très lisible dans le langage corporel et utilise le longe, tendre le longe pour accélérer ses pieds en cas de besoin. Le drapeau peut aussi être un accélérateur. C'est un stimulus qui démarre, qui augmente et quand il accélère, le stimulus s'arrête. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas bouger le drapeau après sans qu'il ait peur. Donc, il est très important que tout exercice d'impulsion, l'impulsion n'est jamais basée sur la peur ou la fuite. Fuite n'est pas impulsion. L'impulsion, c'est toujours une réponse conditionnée, ce n'est pas la fuite. Donc, on devrait être capable, même monter le cheval, rein longue, trotter, bouger le drapeau. Si l'associé à drapeau s'est arrêté, j'aide le cheval avec un peu de jambe de dire OK, j'ignore le drapeau et je continue à reprendre à la corde de mon cavalier, de l'humain. C'est pareil au sol, mener la tête et augmente un petit peu le drapeau sur la fesse s'il n'avance pas. Et après, être capable de mener le cheval avec le drapeau progressivement, même mettre le cheval sur le cercle avec le drapeau qui s'agite. Espérons d'être très clair dans tout le code et le positionnement parce que si on met le drapeau trop vers l'arrière-main, c'est possible que le cheval disengage, il fait face. Si on met le drapeau devant, il s'arrête. Donc, juste être sûr qu'on est très lisible dans le geste et qu'on est assez décontracté. Si on ne veut pas une réponse, il ne faut pas qu'il y ait une intention dans la demande. Et après, vous devrez être capable de bouger le drapeau partout sur le cheval, même au sol, au pas, au trot. Et aussi monter au pas, au trot, au galop, le drapeau et tout ça ne devrait pas avoir une conséquence. Mais juste faire attention que le cheval n'est pas associé. Si vous cherchez l'impulsion, que parfois le cheval est associé, désensibilisation, ça veut dire on ne bouge pas. Mais bien sûr, il faut qu'il peut bouger pendant différents processus de désensibilisation. Sinon, quand on bouge, ce qu'il a appris ne va pas avoir un effet. Donc, il faut que je peux bouger le drapeau à cheval pendant que je marche, je trotte, ou même au galop. Il faut qu'au sol, que je peux trotter le cheval et agiter le drapeau sans qu'il y ait la fuite, mais aussi sans qu'il arrête. Donc, toujours pour maintenir l'impulsion, laisse faire l'erreur et corriger. Si je mets un cheval au trot, il ralentit, je remets au trot, mais après, je ne maintiens pas le cheval dans le mouvement. Et s'il ralentit, je corrige chaque fois. Chaque apprentissage, tous les apprentissages, on fait par essai et erreur, mais il faut laisser faire l'erreur. Si on ne peut mettre pas l'erreur, on ne peut mettre pas l'apprentissage. Et après, le cheval va dire, OK, il y a un drapeau qui bouge, ça ne me concerne pas. Et après, des autres codes veulent mettre le cheval au trot. Je ne sais pas si j'étais très clair, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais si on cherche l'impulsion pendant la désensibilisation, la seule chose que je peux imaginer, c'est mener et longer le cheval pendant que j'agite le drapeau. Oui, vraiment bien comprendre que la différence, le cheval, le seul moyen qu'il ait de savoir quand on bouge le drapeau, est-ce qu'il faut que je donne une réponse ou non, c'est uniquement la lecture du bipède, comme il dit. Soit il a de l'intention, soit il n'a pas d'intention quand il utilise cet outil. Oui. C'est ça en fait. Ok.
Alors, nouvelle question maintenant de Alison. Bonjour Andy, que conseillez-vous comme programme de travail au quotidien pour un cheval de 19 ans qui ne fait plus que du travail à pied? Liberté, Longéto, Longraine, merci. Elle fait déjà beaucoup de choses, Alison. Quel âge le cheval? 19 ans, Ah, ok. il ne fait plus du travail à pied. Ok. Mais je pense que le travail en liberté, c'est un très bon plan. Il n'y a pas de contraintes, il ne va pas résister contre rien. Donc, le travail en liberté, si vous avez un endroit adapté à ça, un rond de longe par exemple, moi je préconise un rond de longe de 18 mètres en diamètre. Donc, assez large, spécialement avec un vieux cheval, 18 à 20, c'est bien. Plus petit, c'est trop serré, il va tourner trop souvent. Personnellement, je fais la liberté dans la grande carrière, donc ils ont vraiment la place pour faire plus de lignes droites et pas des cercles trop serrés. Je parle de ça simplement pour 19 ans, ici il fait que le travail à pied. Je suppose, peut-être c'est une supposition inexacte, mais qu'il est à la retraite. Et donc comme ça, pas trop tourner en petits cercles en rond. Je trouve que la liberté, c'est le plus intéressant. Et aussi, c'est là où on utilise plus de psychologie, de comment je peux faire en sorte qu'il a envie de revenir vers moi, comment je peux faire en sorte qu'il a envie de s'arrêter, envie d'avancer, envie de tourner. Et vraiment, beaucoup de travail en liberté. Long rein, ça va, ça dépend de ce qu'on va faire avec. Il peut faire un petit peu de travail en long rein. Je trouve ce que vous faites actuellement, c'est bien. Je probablement favorise le longe de 7 mètres que le longe de 3,70 mètres pour le travail sur le cercle avec un vieux cheval pour éviter d'avoir trop de virages serrés. Donc, plus le travail, si vous pouvez faire le long range, j'imagine que vous avez des longes de 7 mètres. Des longes de 7 mètres sont pas mal. Favorise des longes ronds et pas des longes plats parce que s'ils s'en mêlent un petit peu dans un longe plat, déjà c'est dangereux pour l'humain parce que quand il se tourne autour d'un bras, le doigt, le jambe ou quelque chose, c'est très facile, ça coince et c'est très facile d'être traîné. Ça provoque pas mal de graves accidents. Donc, favorise toujours des longes ronds, comme des longes qu'on utilise, qui sont des longes de bateau à la base, mais ils sont ronds, ils glissent, ils brûlent moins. Donc, fais attention à la matériel quand on commence à utiliser des longes longues parce que parfois ça traîne un petit peu par terre et ces longes-là, au contraire des longes plats, ne vont pas tourner autour d'un cheville, autour d'un jambe. Et vous risquez beaucoup, pareil pour le cheval, si un longe plat tourne autour d'un jambe ou quelque chose, ça peut bien blesser le cheval. Donc, favorise des longes assez ronds, assez longs, 7 mètres parce que 3,70 mètres pour un cheval qui a un petit peu d'arthrose, un petit peu d'âge, il a besoin un petit peu plus de ligne droite et pas de courbe trop serrée. Sur le cercle avec la longe de 7 mètres, vous pouvez ajouter beaucoup de variétés. Il y a les 3 allures, vous pouvez faire des changements de direction en gardant la même allure, trotter, ramener, changer, des changements de direction fluides ou trop. Vous pouvez faire des transitions de galop jusqu'à la reculer. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage qui peut être fait. Bien, et c'est un exercice physique pour le cheval sur le longe de 7 mètres, mais encore très important pour un cheval de cet âge, c'est l'exercice mental de garder le cerveau, c'est un muscle aussi, donc garder le cerveau actif avec beaucoup de nouveaux apprentissages. Ce n'est pas parce qu'il est à cet âge-là qu'il ne peut pas apprendre, au contraire, ils apprennent bien. Donc, transition, changement de direction et après, si vous voulez, quelques barres au sol, je ne sais pas, ça dépend de l'état du cheval. Peut-être qu'il peut faire quelques cavaletti, mais il y a un énorme travail qu'on peut faire avec un longe de 7 mètres. Accélérer, améliorer, le ramener, reculer, ramener, cercle, changement de direction fluide, transition montant jusqu'à le galop, transition descendant, gentiment jusqu'à le stop, reculer. Et ajoute beaucoup de variétés pour garder le cheval intéressé dans le travail parce que cet âge-là, il faut que le travail soit assez intéressant. Ok, bon, maintenant on part sur jeune cheval. On a Anne qui nous demande « Bonjour, mon jeune cheval de 3 ans et demi répond bien à la jambe et à l'assiette, mais il a du mal à accepter le mort. Il passait toujours sa langue, alors je lui ai mis un mort à passage de langue très doux en résine. Il ne la passe plus, mais ne cesse de le mâchouiller de côté. Comment puis-je résoudre le problème? Merci d'avance. » Toujours avec le bouche, première question, dentiste. Avant que je débraye de chevaux depuis un moment maintenant, depuis 1989, toujours en l'école. Et pendant cette phase de débrayage, à partir de 2e, 3e semaine, je passe au filet simple. Mais avant que je passe à le filet, visite dentiste. Donc, est-ce qu'il y a des dents de loup? Est-ce qu'il y a quelque chose comme un dent de loup ou quelque chose qui fait mal à l'intérieur?
c'est normal qu'il va être un petit peu agité. Fais attention avec le longe en résine qu'il n'est pas trop épais et qu'après ça remplit. Oui, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? La longe. Oh, pardon. Le mot en résine, que c'est pas trop épais et que c'est désagréable. Je mets en général un filet, c'est un springer très très simple, pas trop large, pas fine non plus. Il y a des techniques, même j'ai appris pas mal de choses en Australie, aux États-Unis, pour passer un ficelle et passer dans les anneaux de filet simple, pour lever un petit peu attaché à la frontale comme ça avec les ficelles. Se passe dans les anneaux, se fait le long de l'embouchure, se passe par le haut anneau et après le deux s'attache sur la frontale et se lève un petit peu. Après, il faut que je montre la technique parce qu'expliquer comme ça, vous n'allez pas arriver. Mais il y a des techniques pour lever le mot un petit peu dans la bouche du cheval. Mais après, à voir, est-ce qu'il y a un visite dentiste, est-ce que tout va bien dans la bouche? Et après, pourquoi pas juste mettre les tétières sans des rênes et tout ça, sans communiquer avec le filet, parce que ça, c'est compliqué. Déjà, il faut accepter le truc dans sa bouche. Et en plus, il y a plein de pression qui arrive. Il ne faut pas oublier, quand on met à la place d'un cheval, que lui, il ne sait pas d'où la pression arrive dans sa bouche. Vous savez, vous dites, oui, mais c'est moi, je suis assis sur le dos, c'est mes mains et tout ça. Mais lui, tout ce qu'il a, c'est plein de choses qui agitent dans sa bouche. Et je peux imaginer à sa place, ça va être très perturbant d'avoir quelque chose dans la bouche qui s'agire un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici. Donc, ça va faire peur un petit peu. Mais je pense que le mieux, à la base, c'est de ne pas s'agir trop sur ça et juste mettre les tétières sans les rênes. Et moi, personnellement, je mets les tétières et je travaille le cheval au sol. Je sais que quand il est occupé, il est plus en tendance d'oublier le truc dans sa bouche. Donc, je travaille à la longe avec les tétières sur le licol. Je peux mettre les tétières et le licol au-dessus ou inversement. En général, je mets le licol, je mets les tétières au-dessus, juste sans les rênes, juste un truc avec un frontal, sans muserolle et tout ça. Juste qu'il porte le mort. Juste qu'il porte le mort. Vous pouvez lever si en exception parce qu'il passe la langue et tout ça, vous pouvez lever à 2 plis. Moi, en général, j'ai mis un pli, et parfois il n'y a même pas de pli, mais les chevaux sont assez calmes et ils tiennent le mot eux-mêmes un petit peu tranquillement. Mais vous pouvez en exception peut-être lever un petit peu plus, faire attention de ne pas mettre trop souriant. Et après, occupe ses pieds, garde-le un petit peu occupé. Arrière-main, épaule, trotté, transition descendante, transition montant, et plein de travail différents. Et pendant qu'il est concentré sur tout ça, ils ont une tendance d'oublier le mot. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui mettent le tétier dans le box ou quelque chose. Je trouve ça un petit peu dangereux. Il va essayer de frotter, attraper sur un pot ou attraper sur la gamelle ou quelque chose comme ça. Quand ils sont dans un box avec le tétier sur la tête, ils ne peuvent que penser de ça parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est un petit peu comme si j'étais enfermé dans un cabane et la seule chose dans la cabane c'était un Rubik's Cube. Je vais jouer avec le cube parce que c'est la seule chose qu'il y a. Mais dans ma vie quotidienne, j'ai jamais le temps de regarder un Rubik's Cube. Il y a trop de choses à faire, bien plus important que ça. Donc, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez me donner un Rubik's Cube, merci, mais je ne vais pas le toucher parce que je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Le cheval, quand il est occupé, il ne va pas penser de ces trucs dans sa bouche. Donc, je pense qu'au lieu d'essayer de communiquer avec tout de suite, accepter. C'est un petit peu toujours le cas dans un débrage ou avec un jeune cheval, c'est accepter d'abord, communiquer après, mais essayez pas de communiquer avant d'avoir accepté. L'humain ne peut pas communiquer avec un cheval avant que le cheval ait accepté l'humain. Donc, accepte, maintenant, on peut communiquer. Accepte l'homme, accepte les outils. Les outils, ça fait partie, le filet et tout ça. Donc, est-ce qu'il peut juste porter la tétière, travailler le cheval, vérification dentiste, travailler le cheval au sol et faire des séances assez longues en regardant le cheval occupé. Et voici, vous allez voir, pendant qu'il est occupé, il ne veut pas jouer avec le mot. Et quand tu arrêtes et tu fais rien, il veut jouer avec. Donc, faites des séances assez longues où il est assez occupé. Et après, vous pouvez aller laisser brouter un petit peu pour habituer à la présence de ça avant d'essayer de communiquer avec. Ok. Quand c'est bien accepté, il n'y a plus d'agitation, maintenant vous pouvez communiquer avec. Mais acceptation avant communication. Alors maintenant, une question de Catherine. Quels seraient vos premiers conseils pour travailler avec une jument malvoyante? Merci. C'est très complexe, même avec les chevaux bons. Je n'ai pas toujours toutes les clés parce que parfois les gens disent oui, mais il ne voit pas à droite, comment je peux faire à droite?
La seule chose que je peux suggérer, c'est, parce qu'évidemment, le langage corporel ne va pas marcher, vous êtes obligé de conditionner des codes vocaux. Vocaux par la voix. Donc, ça peut être un accélérateur, pouvait être un appel de langue, wow pour arrêter. Et après, vous pouvez mettre en place des codes tourne à gauche, tourne à droite, au CD, en disant des mots qu'on veut, un petit peu comme on fait avec un chien. Il y a beaucoup de codes vocaux. C'est plus facile, bien sûr, avec les chiens d'installer des codes vocaux, mais je pense que le cheval peut, mais vous allez obligé d'utiliser le code vocal et après, utilise l'impression ou quelque chose, probablement impression qui n'arrive pas de manière brutale, mais par exemple, je dis à gauche et après je déplace l'épaule gauche, à gauche, déplace l'épaule gauche. C'est le voix, c'est la seule chose que je pouvais imaginer. Bien sûr, est-ce que ça va dégrader? Oui, après, suivez par impression corporelle parce que le langage corporel ne va pas marcher. Donc, stimulus-réponse, c'est toujours un contact léger qui augmente et quand le cheval répond, la pression s'arrête. Et après, précède cette pression, cette conditionnement opérante avec un code pavlovien qui est probablement vocal. Je ne sais pas si la situation va dégrader et que le cheval va devenir aveugle et tout ça. Mais c'est sûr qu'un cheval malvoyant, c'est assez... vous pouvez longer le cheval, probablement par stimulus-réponse par rapport de l'école, pression en avant, avancer, pression en arrière, reculer. Après, je ne sais pas si c'est très idéal de monter un cheval malvoyant, dépendant à quel point, mais monter un cheval aveugle, c'est peut-être pas idéal pour la santé. J'en sais rien, mais longer le cheval ou même long rein et tout ça, vous pouvez faire. Il faut juste être sûr que le cheval comprenne comment répondre à chaque pression et qu'il fait confiance quand il avance, que vous n'allez pas amener le cheval dans une situation dangereuse pour lui. Et c'est tout en attelage, à la base de l'éducation en attelage, il y a beaucoup de codes vocaux. Donc finalement, j'ai déjà testé avec un cheval en long rein quand je pouvais mettre en place des codes vocaux suffisamment clairs ou finalement je pouvais faire le long rein juste vocal, sans les rênes. Donc il y a beaucoup de possibilités dans le travail avec des codes vocaux. Il faut juste le conditionner très très bien. Donc utilise le code vocal, obtenir la réponse par pression et faire en sorte un délai de pas plus que 4 secondes entre le code vocal et la réponse par pression pour que le cheval peut faire le lien entre les deux et progressivement voir s'il commence à répondre que le code vocal. Longe, c'est toujours pression-réponse par la licole et ça, si on utilise le longe bien, on a une pression en avant, pression en arrière. Vous pouvez même mettre le cheval en place. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans le travail à la longe sans utiliser le code vocal, mais pour accélérer, bien sûr, il faut avoir un appel de langue. Soyez sûr que c'est bien expliqué. Appel de langue et après tendre de langue en avant. Vous ne pouvez pas trop utiliser des chambrières, ça va le faire peur s'il est malvoyant, il ne veut pas voir le langage corporel qui précède. Donc, appel vocal, tendre le langue, obtenir la réponse et après le code vocal va prendre un sens. Pareil pour le wow, pareil pour la gauche, pareil pour la droite. Mais dans l'absence de langage corporel, on n'a que deux choses qui peuvent marcher. C'est le langage vocal comme pavlovien et le langage stimulus-réponse ou pression-réponse avec le licol ou avec les mains. Ok, merci. Bon, j'espère que ça vous a plu, toutes ces réponses à ces questions. Alors, on en a encore à peu près 12-15 d'après ce que j'ai vu. Wow. On répondra la semaine prochaine. Donc, rendez-vous pour la suite mercredi prochain. Moi, je voulais vous faire un petit aparté parce qu'on a énormément de gens qui nous envoient des messages qui sont intéressés pour apprendre tout ça. Il y en a pas mal qui découvrent tout ce que l'on fait. Et en fait, on a une formation en ligne, donc on a énormément de demandes par rapport à ça. Donc la formation en ligne, envoyez-moi un message si vous êtes intéressé en message privé sur Facebook ou alors sur notre site internet handyboost.fr, c'est facile à trouver. Et puis comme ça, on répond à vos questions. Comme ça, brièvement, c'est une formation en ligne qui a lieu sur 1 an où vous êtes énormément accompagnés. Chaque semaine, vous recevez des nouvelles vidéos. Alors, il y a à peu près 100 heures de vidéos avec Andy, soit en théorie, soit en pratique. On vous emmène jusqu'à passer votre step 1. Donc, vous avez toutes les modalités d'examen. Vous avez les critères de réussite de l'examen. Ensuite, vous avez aussi un groupe Facebook où vous pouvez poser vos questions. Vous avez un accès toute l'année. Vous posez vos questions. Il y a des formateurs qui vous répondent. Vous pouvez poster des vidéos si vous avez des problèmes. Aussi pour vos réussites, ça c'est bien quand même.
Ensuite, une fois par an, eh ben, on se retrouve au domaine de Pinsac chez nous où il y a un séminaire qui est organisé. Donc on vous accueille chez nous et puis vous assistez pendant 2 jours à un séminaire, vous apprenez encore plus. Et puis aussi dans la formation, vous avez le Horseman's Club où c'est tout plein de vidéos. Alors une vidéo par semaine vraiment sur des sujets divers. Qui continue à vous former sans arrêt sur le horsemanship. Et puis une fois par trimestre, ben, on fait ce qu'on fait là, c'est-à-dire on se retrouve un soir et puis vous nous posez des questions en amont et puis on répond à vos questions. Voilà un peu en gros ce qu'est la formation en ligne. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous êtes intéressé ou si vous voulez avoir plus de renseignements, on sera ravis de vous aider là-dedans. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup. Restez étudiant éternel et deviens l'homme de cheval que votre cheval a besoin. Ça, c'est clair. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Ciao. À très vite. Bye.